L'Iran a investi des milliards de dollars pour construire des villes souterraines ou stocker des missiles. Et ces bombes anti-bunker que vous voyez à l'écran, eh bien ces milliards de dollars partent maintenant en fumée. C'est pourquoi le président iranien met en garde contre un effondrement économique. En temps de guerre, ce régime sait qu'il se bat pour sa survie. Cela ne signifie qu'une seule chose. La situation est pire que ce que quiconque peut imaginer. Peut-être qu'ils auraient dû dépenser cet argent ailleurs, mais ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, le régime fait face à l'un des plus grands problèmes qu'il ait jamais connus. Voici le rapport. Cela vient directement du président iranien, qui avertit en fait les commandants du CGRI, responsables de cette guerre, d'un effondrement économique. La situation devient tellement critique qu'elle crée des tensions entre le président du régime et le chef du CGRI, qui veille essentiellement à ce que l'Iran puisse faire marche arrière. Le président affirme que l'approche du CGRI ne fonctionne pas. Il s'oppose à ce que l'Iran attaque d'autres pays du Golfe et à l'escalade de la guerre par l'Iran. Vous vous souvenez peut-être de quelque chose. Une semaine seulement après le début de cette guerre, le 7 mars, le président lui-même a en fait présenté ses excuses aux nations du Golfe pour toutes les attaques menées par l'Iran. Je dois présenter mes excuses en mon nom aux pays voisins qui ont été attaqués par l'Iran. À cause de l'attaque brutale contre nous, nous avons perdu notre guide suprême, nos compatriotes et nos proches. Nos forces armées, lorsque leurs commandants n'étaient plus là, ont mené les opérations nécessaires et ont protégé notre pays avec force. Nous n'avons pas l'intention de mener une attaque contre les pays voisins, et comme je l'ai déjà dit, ce sont nos frères. Nous devons être main dans la main avec nos frères en paix. Et le Conseil intérimaire a approuvé une décision hier. Cette décision a été transmise à nos forces, leur indiquant qu'elles ne doivent plus attaquer les pays voisins, à moins qu'une attaque contre l'Iran ne soit lancée depuis leur territoire. Maintenant, nous comprenons mieux pourquoi le président agissait ainsi. Il savait ce qui attendait l'économie iranienne, et il essayait de prendre les devants. Mais le CGRI a rapidement réagi à ses excuses. Ils l'ont en fait forcé à retirer sa déclaration. Et ensuite, Ali Ralazani a publié son propre message, disant en gros que, eh bien, l'Iran n'a rien à regretter. Le régime lutte pour survivre et continuera de frapper tout obstacle. Comme vous le savez, cette guerre évolue très vite. Donc beaucoup d'entre nous, moi y compris, ne se sont pas vraiment demandé pourquoi le président iranien s'est excusé et pourquoi il a été forcé de revenir si vite sur ses propos. Parce qu'il se passait tellement de choses. Nous n'avions pas le temps d'y réfléchir davantage. Eh bien, maintenant nous savons que les problèmes s'aggravaient de jour en jour. Et c'est pourquoi il cherchait vraiment à trouver un moyen de désamorcer cette guerre et de protéger l'économie iranienne de l'effondrement. Si on regarde simplement les chiffres, on comprend pourquoi l'Iran a autant de difficultés. Malheureusement, les dernières données dont nous disposons sur l'économie iranienne datent de 2024. Ce ne sont pas les données les plus récentes, mais ce sont les dernières disponibles. À cette époque, près de 25% du PIB iranien venait des exportations de pétrole. Ce pétrole ne circule plus à cause du blocus imposé par les gardiens de la révolution. Et puis, il y avait encore 5% de l'économie iranienne qui dépendait aussi des exportations. Cela pouvait être des biens, de l'acier, tout ce que vous imaginez. Je ne trouve pas les détails, mais 5% venaient aussi des exportations, qui ont disparu. Parce qu'il n'y a pas que les pétroliers qui ne passent plus par le détroit d'Ormuz. Même les porte-conteneurs ne vont plus et ne viennent plus, et cela signifie que l'économie n'a plus ses revenus dont elle dépendait. Et encore une fois, ces chiffres datent de 2024. Nous savons que la situation s'est encore aggravée en 2025. L'inflation était à 40% l'année dernière. Il n'y a eu aucune croissance économique. Et la situation de l'emploi des jeunes était encore pire qu'en Chine. C'est exactement pour cela qu'il y a eu des manifestations en décembre 2025. L'économie était en difficulté, et le régime consacrait des milliards à construire des complexes de missiles. Maintenant, en 2024, il s'est passé autre chose dont nous n'avons pas vraiment parlé. Et c'est que ce type, le président Peskazan, a été élu au milieu de l'année. Maintenant, la plupart des problèmes auxquels l'Iran est confronté aujourd'hui sont des choses qu'il a héritées lorsqu'il a été élu. Ainsi, sa plateforme électorale visait à réduire le gaspillage gouvernemental, notamment en ralentissant la coûteuse construction des villes militaires souterraines. Sa deuxième plateforme visait surtout à normaliser les relations avec l'Occident. Il voulait trouver un moyen d'obtenir un allègement des sanctions pour l'économie iranienne et, espérons-le, stimuler la croissance du PIB afin d'améliorer la vie des gens. Les Iraniens ont adhéré à ce plan et c'est pourquoi il a été élu. Mais comme vous le savez, il y a une façade de démocratie en Iran. C'est pour cela qu'ils organisent des élections. Mais en réalité, le pouvoir principal est entre les mains du dictateur, le guide suprême. Alors devinez quoi ? Même si le peuple iranien a élu cet homme, le guide suprême ne lui a pas permis de poursuivre sa politique la plus importante.
Khamenei ne faisait pas confiance à l'Occident. Donc la normalisation était tout simplement exclue. Cela signifie pas de allègement des sanctions pour l'économie iranienne et aucun essor économique. Et puis l'économie s'est effondrée en décembre et des millions de personnes sont descendues dans la rue. À ce moment-là, le président iranien accusait en fait le gouvernement. C'est-à-dire qu'il se blâmait lui-même, ainsi que les personnes autour de lui, pour expliquer pourquoi l'économie allait si mal. Et il disait que le gouvernement devait mieux faire son travail pour servir le peuple qu'il est censé servir. Maintenant, nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. Le régime iranien avait trop peur de perdre le pouvoir. Il a donc massacré des dizaines de milliers de manifestants iraniens, juste pour s'assurer de ne pas perdre sa mainmise sur le pouvoir. C'était juste en janvier. Mais depuis, la situation s'est encore aggravée. Depuis le début de cette guerre, il y a environ un mois, les prix des denrées alimentaires en Iran ont augmenté de 50% en seulement 30 jours environ. En fait, certains produits alimentaires de base voient leur prix augmenter chaque heure. C'est un rythme jamais vu. Bien sûr, la guerre joue un rôle important dans tout cela, mais le régime iranien n'aide pas du tout la situation. Ils ont coupé l'accès à Internet. Plus de 90 millions d'Iraniens n'ont aucun moyen d'accéder à Internet parce que le régime iranien considère cela comme un risque pour la sécurité. Sans Internet, les entreprises ne peuvent pas fonctionner, même si elles le souhaitent. Les usines ne peuvent pas commander ce dont elles ont besoin et font face à des pénuries de matières premières. Même s'ils commandent quelque chose, ils ne l'obtiennent pas vite, car l'entreprise qui doit livrer n'a pas accès à Internet non plus. Et l'entreprise qui est censée expédier le produit n'a pas non plus accès à Internet. Et bien sûr, la coupure d'Internet affecte aussi d'autres aspects de la vie des gens. L'AP, Associated Press, vient d'interviewer d'X Iraniens pour comprendre comment ils gèrent tout ce qui se passe avec la guerre et la coupure d'Internet. Et un médecin dit qu'il est tellement débordé sans Internet qu'il n'arrive pas à soigner correctement ses patients. Dans un moment pareil, le nombre de patients a augmenté encore plus que d'habitude. Il ne peut pas prescrire les médicaments nécessaires, ni consulter leur dossier médical. Donc il ne peut pas savoir quels médicaments il prenait, ni à quelle dose. Et tout cela ne fait que créer plus de chaos à un moment où les médecins spécialistes ne peuvent pas se permettre un tel chaos. Et bien sûr, sans Internet, les gens ne peuvent rien commander en ligne. Les entreprises actives en ligne, même partiellement, souffrent, car elles ne reçoivent aucune commande. Mais en plus de cela, les gens ne peuvent pas utiliser leurs applications de paiement numérique ou leurs cartes de crédit. Donc ils utilisent de plus en plus d'argent liquide. Mais comme l'inflation est tellement élevée, 50%, rien que pour la nourriture le mois dernier, l'argent liquide perd très rapidement de sa valeur. Bien sûr, cela était déjà en train de se produire. Cela se produisait déjà avant la guerre, mais la situation a empiré pendant celle-ci. Et c'est pourquoi, avant la guerre, l'Iran a lancé un billet de 5 millions de rials. Ainsi, les gens peuvent utiliser ce billet pour acheter ce dont ils ont besoin. 5 millions de rials en un seul billet. Devinez quoi ? Il y a seulement 2 jours, ils ont dû augmenter la valeur ou la dénomination de ce billet. Maintenant, ils ont lancé un billet de 10 millions de rials juste pour faire face à l'inflation qui ne cesse d'augmenter dans tout le pays. C'est un sujet que nous avons déjà abordé sur cette chaîne. Alors, regardez notre reportage. L'Iran imprime de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Parce que, pour beaucoup de gens, l'avenir semble très incertain. Avec des missiles frappant les banques et l'espace aérien fermé, les Iraniens redoutent que leurs cartes et applications mobiles ne cessent soudainement de fonctionner. Cette peur provoque une ruée massive sur l'argent liquide, devenu rare. La réponse gouvernementale à cette panique est sa mesure la plus audacieuse à ce jour. Un tout nouveau billet de 10 millions de rials, le plus gros jamais imprimé. Ce billet rose vif ne vaut qu'environ 7 $. À l'arrivée de ces billets, les files devant les banques s'allongent sur plusieurs pâtés de maison. Certains attendent des heures pour obtenir seulement 30 millions de rials. Ce n'est pas beaucoup, mais cela les aidera quelques jours si les distributeurs s'arrêtent. Les Iraniens sont inquiets, car le chaos rend les importations plus coûteuses. Les prix des denrées alimentaires ont plus que doublé, et l'inflation atteint 47%. Les gens se souviennent de la rapidité avec laquelle le système s'est effondré la dernière fois, alors ils ne prennent aucun risque. Même la conception du billet raconte l'histoire d'une économie en crise. La Banque centrale a imprimé les 4 derniers zéros très pâles et mis en avant le chiffre 1000, un signe discret qu'ils envisagent de supprimer définitivement ces zéros de la monnaie. Maintenant, supposons qu'un effondrement économique approche. L'Iran a en fait une solution très simple pour améliorer la situation économique, et bien sûr pour les Iraniens ordinaires, et c'est simplement d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Maintenant, comme nous allons en parler très bientôt, cela crée d'autres problèmes pour l'armée. Mais malgré cela, il semble que l'Iran ouvre en fait lentement le détroit. Avant d'entrer dans ce rapport, un petit rappel pour cliquer sur les boutons.
j'aime et s'abonner ci-dessous. Cela nous aide vraiment avec l'algorithme. Mais maintenant, regardez ceci. Le ministre des Affaires étrangères pakistanais a annoncé il y a 2 jours que l'Iran autorise la sortie de 20 navires pakistanais du détroit d'Ormuz. Maintenant, il y a encore beaucoup de détails que nous ne connaissons pas. Comme à qui appartient la cargaison de ces navires? Qui est payé pour ces navires qui sortent? On doit supposer que l'Iran obtient quelque chose, d'où leur accord pour laisser sortir ces navires. Cela peut s'interpréter de plusieurs façons. Cela pourrait être parce que l'économie en a vraiment désespérément besoin, et c'est pourquoi le CJRI assouplit un peu le blocus. Ou cela pourrait être comme l'a affirmé le président Trump. L'Iran a offert ses navires en cadeau aux États-Unis. Je ne suis pas certain de cette affirmation, mais nous le saurons bientôt lorsque nous verrons la destination de ces navires. Si ces navires arrivent aux États-Unis, cette histoire de cadeau pourrait être vraie. Mais pour l'instant, ce qui est plus probable, c'est que l'Iran laisse lentement sortir et entrer certains navires et pétroliers afin de faire rentrer un peu d'argent dans l'économie. Hier, nous avons aussi reçu un rapport sur 2 navires chinois autorisés à traverser le détroit d'Ormuz. Maintenant, comme il s'agit de navires chinois, il est très facile de supposer, ou il est très probable, qu'ils se dirigent vers la Chine et qu'ils transportent probablement des marchandises iraniennes, ou peut-être même du pétrole iranien. C'est en fait une preuve très solide que l'économie iranienne en a désespérément besoin. Et c'est pourquoi ils laissent entrer et sortir des navires et des pétroliers. Maintenant, j'ai quelque chose de pas tout à fait confirmé, donc je veux vous donner cet avertissement dès le départ. Mais apparemment, il y a un journaliste étranger qui a été autorisé à entrer en Iran. D'après ce que je comprends, l'armée iranienne l'a emmené à travers le détroit d'Ormuz pour qu'il fasse son reportage depuis le détroit. Et il affirme avoir vu 90 pétroliers entrer et sortir d'Iran. Écoutez par vous-même. Nous retournons maintenant vers la côte. On nous a en fait accordé plus de temps ici que ce à quoi nous nous attendions. On nous avait dit 20 minutes, nous sommes ici depuis environ 1 heure. Heureusement, nous avons vu pas mal de choses, du moins autant que possible sur ce navire. Je viens de faire un comptage approximatif des pétroliers et cargos présents ici. Ce sont seulement ceux visibles à l'œil nu et j'en ai compté 90. Et vous savez, certains sont orientés vers le nord, d'autres vers le sud. Donc il semble y avoir pas mal de trafic dans les 2 sens, vous savez, près des côtes iraniennes. En tout cas, en supposant que nous ne soyons pas coulés entre ici et le port, voici mon rapport pour vous depuis le détroit d'Ormuz, le 29 mars 2026. Maintenant, beaucoup de personnes pro-Iran essaient de présenter cela comme suit. Oh, regardez, l'Iran contrôle désormais totalement le détroit d'Ormuz. Et toute personne sous protection iranienne peut entrer et sortir. Mais toute personne, vous savez, liée aux États-Unis ne peut pas entrer ni sortir. Mais c'est là que les gens oublient quel était le moyen de pression lié au détroit d'Ormuz et quel était le moyen de pression que l'IOGC essayait d'utiliser. Vous voyez, ces personnes oublient que les États-Unis n'ont jamais été directement dépendants du détroit de toute façon, dans le meilleur des cas. Peut-être qu'1 ou 2 pétroliers qui passaient par le détroit d'Ormuz arrivaient réellement aux États-Unis. En fait, si on additionne simplement tous les chiffres de 2025 seulement, 1% du pétrole provenant du détroit d'Ormuz est réellement allé en Amérique. Du point de vue des États-Unis, ils ne se sont jamais vraiment inquiétés de la capacité des navires américains à entrer ou sortir. Mais du point de vue iranien, leur levier n'était pas d'arrêter les navires américains. Leur levier, c'était d'arrêter chaque navire. Le seul levier de l'Iran, ce sont des prix du pétrole plus élevés. Une fois que les prix atteignent un niveau où cela devient problématique pour les pays du monde entier, l'Iran espérait que ces pays, les pays d'Asie, les pays du Golfe, les pays d'Europe, exerceraient des pressions sur les États-Unis pour arrêter cette guerre. Bien sûr, les prix du pétrole influencent fortement la politique intérieure américaine, que ce soit un démocrate ou un républicain à la Maison-Blanche. Personne n'apprécie les prix élevés du pétrole. L'Iran espérait que maintenir les prix du pétrole élevés assez longtemps mettrait la pression sur les États-Unis et permettrait d'obtenir un cessez-le-feu, avec de nombreuses concessions. Mais vous voyez, si l'Iran laisse effectivement les pétroliers entrer et sortir, et laisse le flux de pétrole se poursuivre, les prix vont baisser. Peu importe si ce pétrolier va en Chine, en Asie ou en Europe, plus il y a de pétrole sur le marché, plus les prix baissent. C'est la base de l'offre et de la demande. Et cela signifie que leur pouvoir de négociation s'affaiblit en réalité. Cela veut dire que la seule raison pour laquelle l'Iran laisse les pétroliers aller et venir vers le Pakistan ou la Chine, l'économie en a tellement besoin qu'ils acceptent de perdre temporairement leur seul atout de négociation afin de garantir à l'économie l'argent nécessaire pour survivre.
Je suppose que cela revient à la célèbre citation de Napoléon. Il faut 3 choses pour gagner une guerre. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Et devinez quoi? On dirait que l'Iran en manque.